et qui en assume les conséquences. Parce que je vois que les politiciens dans ce pays. Melchor, je ne sais pas si tu remarques un changement. Une dérive récente en Espagne ces dernières années, il y a une totale impunité de la part des gens puissants pour faire ce qu'ils veulent. J'ai vécu, je ne veux rien dire. En général, les gens puissants, il y a des gens puissants. Je connais beaucoup de gens puissants et je connais des gens misérables et des gens formidables. C'est-à-dire, le fait d'avoir du pouvoir ne fait pas de toi un méchant. C'est vrai. Il y a de tout, comme partout, et comme dans tous les métiers et toutes les professions. Hmm. Mais est-ce vrai que dans ce cas, il y a des gens influents? Qui a fait partie d'une structure de violence sexuelle et qui n'en a pas payé les conséquences? Moi, il me semble incroyable qu'au Congrès des députés, à un moment donné, alors qu'Odon Elorza était député, parce qu'il y a eu un moment où Odon Elorza, Pedro Sanchez a écarté Odon Elorza. Je crois qu'il est arrivé un moment où Sanchez, voyant tout ce que je révélais sur l'affaire Cabezudo, il a vu que c'était un danger pour lui d'avoir Elorza à ses côtés. Et au Congrès des députés, à une occasion, un député, si je ne me trompe pas, de Vox, Orza intervenait pour n'importe quoi en parlant d'Odon sur n'importe quel sujet. Et ils lui ont dit au Congrès, vous, monsieur Orza, ne parlez pas de ça, parlez de la pédérastie. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il n'y a personne parmi les 350 députés assis là qui disent écoutez. À celui qui a dit ça, il dit écoutez, ou à vous, monsieur Orza, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pédérastie? Pourquoi Odon Lorza doit-il parler de la pédérastie? Pourquoi? Quelqu'un de Vox sait quelque chose et balance ça à Lorza, genre sans? Et pourquoi n'entrez-vous pas à fond dans le sujet? Et personne n'a voulu, même pas les partis politiques. Le féminisme institutionnel, où est le féminisme institutionnel? Ces féministes qui donnaient des leçons, est-ce que l'une d'entre elles a ouvert la bouche pour être aux côtés des victimes de Code Cabezudo, celles à qui on a détruit la vie? Il n'y a eu qu'une seule association féministe d'Irun, une petite association féministe qui a soutenu ces femmes. Par hasard, une association féministe qui ne recevait pas un seul euro de financement public. L'association Clara Campoamor. Elle s'appelait comme ça? Non, oui, je dis qu'elle est très liée au Parti socialiste ouvrier espagnol et que Clara, Campo Amor lié au Parti socialiste ouvrier espagnol. qui va d'aussi, ils ont Une histoire étrange, oui. cette association qui passe son temps à dénoncer et à parler du féminisme. Où étaient ces gens-là? Irène Montero et compagnie, où étaient-ils par rapport à l'affaire Code Cabezudo? Ça ne les intéresse pas, Melchor, et je pense que c'est une preuve de plus que le féminisme n'est qu'une arme. Moi, ça me désole. C'est-à-dire la solitude dans laquelle nous avons été, je veux dire, nous avons. Je parle des victimes, de Mario Diez, l'avocat. Qu'à mieux que ça, le travail accompli par cet homme, c'est tellement admirable et en plus, il est devenu mon ami. Quelqu'un pour qui j'ai une admiration et un respect formidable. Pour toutes ces années où il s'est battu encore et encore pour faire avancer cette affaire. Jusqu'à ce qu'il parvienne à faire incarcérer, juger et condamner Code Cabezudo. Le silence de la société, des médias. À Saint-Sébastien, beaucoup savaient ce qui se passait avec Code Cabezudo. Beaucoup de gens le savaient. J'ai une question. Est-ce que l'affaire se termine finalement avec le méchant d'entre Réjas? Oui, il y a eu un procès.
Et Êtes-vous satisfait du résultat final de votre travail ou attendiez-vous beaucoup plus? Médiatique et massif et qu'il y ait plus de têtes qui tombent? non, voyons voir. Moi, je suis satisfait d'avoir accompli mon devoir et d'avoir été du côté des victimes, là où je pense que je devais être. Hein? Et après, si ce n'était pas pour Mario, 10? Essentiellement grâce à l'avocat et à ce que j'ai pu apporter, même modestement, en donnant la parole aux victimes et à l'affaire. Ich. Il n'y aurait pas eu de procès et Code Cabezudo n'aurait pas été condamné, mais il a finalement été condamné à 28 ans de prison. Eh, c'est dommage, hein, c'est une blague. Oui, main. Tu apprécies tout ce qu'il a fait? Oui, mais cela relève surtout de la loi punitive en Espagne, non? Bon, mais le fait est qu'il a été condamné et qu'il a été jugé. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Comment l'avocat, qui au final parle au nom des victimes, disait au tribunal... Comment l'avocat, qui au final parle au nom des victimes, disait au tribunal lorsqu'il demandait la condamnation. Et il dit, ce qui nous importe plus que les années que Code Cabezudo va écoper. C'est un verdict qui reflète la vérité des faits qui se sont produits de ce que Code Cabezudo a fait à ces femmes. C'est-à-dire, c'est ça notre principal objectif, disait l'avocat. Un exposé des faits avérés, comme on dit juridiquement, qui reflète la vérité de ce qui s'est passé. Et ensuite, les années que le tribunal jugera appropriées. Pour moi, la peine me semble absolument minime, mais il me paraît très important d'avoir réussi à obtenir la condamnation. Sans l'avocat de, nous lui adressons ici un immense salut. Mario Diaz, Mario Diaz était vraiment un grand bonhomme mais vraiment très grand, oui. parce que j'imagine à quel point ça doit être frustrant d'essayer. Parce que, bon, bien sûr, toi, quand tu parles avec une victime, au final, en plus, vous savez, ce n'était pas qu'une seule. Combien de femmes? C'est une bonne question. Combien de femmes? C'était une action collective? Eh bien, collective. Combien de femmes ont été abusées? Par Code Cabezudo? Eh bien, par Code Cabezudo, il pourrait y en avoir des dizaines et des dizaines, hein, c'est-à-dire Code Cabezudo, c'est... Il n'y a pas de cas en Espagne d'un violeur en série comme Code Cabezudo. Hein. Les plaignantes au procès étaient au nombre de 21. 21, rien que pour le procès? Oui. Et il y a des filles qui n'ont pas porté plainte. Parce qu'elles disaient, en voyant le calvaire que vivent ces filles, le traitement qu'elles reçoivent. De la juge Ana Isabel Pérez Asenjo, moi je ne veux pas. J'ai déjà assez souffert avec Code Cabezudo pour en plus maintenant souffrir au tribunal. Certaines n'ont donc pas voulu porter plainte? Eh bien, une énorme accolade et une grande reconnaissance à ces femmes si courageuses qui ont osé traverser ce calvaire. Dans le documentaire, en leur nom, elles apparaissent avec leur visage, hein? Certaines de ces filles, pour qui j'ai une immense affection et une grande reconnaissance de m'avoir permis d'être à leur côté. Merde, Melchor, c'est incroyable. Tu penses, toi, que sans toute cette visibilité publique que tu leur as donnée, sans la persévérance de l'avocat, ce type s'en serait sorti comme ça? C'était donc une guérilla pour mettre ce salaud en prison? Moi? Que le fait d'avoir... que j'ai pu contribuer modestement à quelque chose, parce que j'ai été le seul à leur donner une voix, disons. Eh bien, c'est... Car la voix est très importante. Parce que si les gens ne font pas de bruit, à la fin de la journée, tout peut être caché sous le tapis, comme ils le faisaient. Tiens. Mais sinon, c'est grâce à Mario Diaz, l'avocat qui n'a pas abandonné et qui, en se retrouvant face à une juge, qui maltraitait les filles, et lui aussi. Et il n'a pas arrêté jusqu'à obtenir gain de cause. Qu'ils écartent, c'est très significatif que de 2013 à 2018, Ana Isabel Pérez Asenjo n'a pas ordonné l'incarcération de Cabezudo. Et que lorsque l'affaire, quand ils écartent cette juge,
Audience pour non-respect de son obligation. L'affaire est confiée à un juge qui s'appelle Julien Garcia Marcos, qui ordonne immédiatement l'incarcération. Mais sans le travail de Mario Diaz. D'être là, de ne pas faiblir, de continuer à se battre, cela aurait été impossible. Et Code Cabezudo s'en serait sorti sans aucune conséquence, absolument. Finalement, cette histoire se termine bien grâce à votre persévérance, au courage des filles et au travail de Mario Diaz. Je t'inclus aussi, Melchor, car tu es très courageux, et je veux maintenant parler des conséquences personnelles que tu as subies. Mais il me manque encore plusieurs pièces. Il me manque que la juge qui le protégeait tombe, il manque que tombe Odon Elorza, il me manque que tombe le présentateur de la roue de Mediaset. Vient ensuite Jorge Fernandez, qui continue à distribuer sourire et affection avec charisme. Ensuite, il y a un monstre derrière qui prend des photos avec une mineure pendant que, vous me comprenez, pendant qu'il termine. C'est tout simplement brutal. Est-ce que celui qui filmait est tombé ? Il manque énormément de pièces dans toute cette structure de pédophilie et de violence sexuelle. Oui, il manque ça. Je te dis que je continue d'enquêter, qu'il y aura une deuxième partie du documentaire. Et que je ne vais pas m'arrêter. Et que le mérite revient essentiellement à ces filles que j'adore. C'est vraiment méritoire qu'elles aient continué à se battre. Malgré la façon dont elles ont été traitées par la juge Ana Isabel Pérez Asenjo et par Mario Diaz, l'avocat, ce sont elles qui ont du mérite. C'est-à-dire le silence de mes collègues pour dire quelque chose, parce que je ne me considère pas comme collègue de toute cette racaille, mais le silence du journalisme me paraît terrifiant. Même quand j'ai commencé à parler, on m'a interrompu et je n'ai pas pu développer mon idée. L'affaire Code Cabezudo et Odon Elorza. Chez Mediaset, un journaliste très connu m'a envoyé un WhatsApp en me disant « Melchor, tu es un sans-gêne ». Veux-tu mentionner ce journaliste ? Moi, je me retiens un peu. C'est une petite bataille personnelle. Un journaliste très connu. Tu ne veux pas le mentionner, n'est-ce pas ? Non, c'est juste que j'ai la flemme. Ce n'est pas pour le cacher. C'est juste que j'ai la flemme. Je ne veux pas raconter mes histoires trop personnelles, mais ça a été terrible pour moi. Mais Pourquoi ? Il a juste dit « Tu es un sans-gêne ». tu es un sans-gêne. Comment tu fais sortir Odon Elorza ? Je sais pourquoi. C'est parce que c'est un type ami d'Odon Elorza. C'est un journaliste. Gui plus Coan. Et je lui ai dit, écoute, Odon Elorza m'a sorti parce que cette affaire est celle-là. Hein ? Je dis que le sans-gêne, c'est Odon Elorza, il ne peut pas y aller. Et pourquoi tu dois sortir ça maintenant ? C'est incroyable, tu es un sans-gêne, hein, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, n'importe quel moment ils vont. Pour dénoncer un violeur ? Mais c'est quoi ça ? Je n'en croyais pas mes yeux. Maintenant, je vais te montrer ce que c'est. Oui. Même si Odon ne l'est pas, parce qu'il n'a pas de condamnation définitive. Au minimum, il finançait avec de l'argent public les activités de quelqu'un, ce qui a été prouvé à 100% avec des vidéos. Bon. Et dire Qu'est-ce qu'un journaliste fait à insulter ? C'est que ceci concerne Odon Elorza ? Une autre fois, lors d'une des occasions où Mario Diaz demandait l'incarcération de Cabezudo. Lorsqu'un avocat demande l'incarcération, on organise ce qu'on appelle une audience. C'est au tribunal, la juge, l'accusé présent, le procureur et la partie plaignante. Et à une occasion, une audience d'incarcération a eu lieu. Sans la présence de Code Cabezudo. C'est complètement délirant qu'on débatte pour savoir si un type va en prison ou non, et que ce monsieur ne soit même pas là. Et une fois, Code Cabezudo n'est pas venu et son avocat a dit qu'il était à l'hôpital. Le lendemain, une photo d'Odon Elorza est parue dans le Diario Vasco prise par Code Cabezudo. Alors qu'il avait dit au tribunal qu'il ne se présenterait pas à une audience de détention parce qu'il était à l'hôpital, il photographiait Odon Elorza sur la plage de la Concha avec une légende.
Alors moi, Beba, à propos d'Odon Orza, tout ce que je dis, c'est ce que... c'est vrai. Je n'ai jamais dit que Odon Orza soit un pédéraste, un pédophile. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit et que je réitère, c'est qu'Odon Orza, il y a un témoin qui l'accuse. Comme personne clé dans le réseau de Code Cabezudo, Oui, rien qu'en les regardant. dans le réseau de recrutement des filles. Oui. J'ai raconté comme devant le tribunal. À Saint-Sébastien, dans un tribunal de Saint-Sébastien. Un témoin obligé de dire la vérité avec son visage, avec son nom et son prénom, en regardant un juge. Il a dit Odon Elorza Esente est connu à Saint-Sébastien comme le Folanignos, ce n'est pas moi qui le dis, et Odon Elorza. Il m'a poursuivi, mais il a perdu. Parce que tout ce que je dis est appuyé par des dossiers judiciaires,